Champagnac, voleur audacieux. Les environs de la ville de Crépy-en-Valois furent depuis 1773 jusqu'en 1775 le théâtre des attentats d'un voleur dont la témérité était presque sans exemple. Mais ce qu'il y avait de plus extraordinaire, c'est qu'il paraît qu'il n'eut point de complice dans l'exécution de ces crimes. Seul, il escaladait les murailles, pénétrait dans les maisons, forçait portes et fenêtres, se faisait jour à travers les murs, entrait dans les chambres, enlevait les effets qui s'y trouvaient, sans avoir été ni effrayé par la présence des personnages qui étaient couchés ou endormis. Pierre Boulan, charretier de son métier, était la désolation des fermes voisines de Crépy. Pendant 2 années, il eut l'art de se soustraire aux poursuites de la justice. Ce succès accrut encore sa témérité, et le nombre de ses attentats se multiplia tellement que tous les agents de police se mirent à ses trousses et parvinrent à s'en rendre maîtres. N'ayant parlé que très brièvement de cartouches, de mandrins et autres voleurs de profession, dont les noms et les crimes ont alimenté si souvent la melpomène du boulevard du Temple, nous aurions passé sous silence Pierre Boulan, beaucoup moins fameux que ces héros de la potence et de la roue. Mais, outre que ses faits et gestes sont peu connus, ils sont en même temps si étranges d'audace que l'extrait que nous en donnons nous semble avoir l'attrait de la nouveauté. Il serait impossible de faire un récit exact de ses vols. Il en faisait tous les jours et plusieurs, mais c'est surtout la nuit qu'il consacrait à ses opérations. Voici quelques-uns de ses tours. Dans la nuit du 18 au 19 novembre, il escalade le mur de la cour de la ferme de la Maisoncelle. Avec une solive, il force 2 barreaux de fer qui agrandissaient la fenêtre d'un cabinet, casse 2 carreaux de vitre de cette fenêtre afin de pouvoir l'ouvrir en dedans. Entré dans le cabinet, il ouvre 6 tiroirs d'une commode et le tiroir d'une petite table, prend 3000 livres et plusieurs sacs et une médaille d'argent. La nuit de Noël, même année, il entre par les champs dans la grange du nommé Pilarget, laboureur à Ormois. Il s'y introduit par une fenêtre qui n'était fermée que par des bottes de fougères, appuyées en dedans avec des perches. Là, il attend le départ des gens de la maison pour la messe de minuit. Dès qu'il s'aperçoit qu'ils sont sortis, il ferme la porte de la rue en dedans pour s'assurer, s'il revenait avant son expédition achevée, que cet obstacle à leur rentrée lui donnerait le temps de fuir par la route qu'il avait prise pour entrer. Il trouve un coutre de charrue, s'en saisit et essaie de faire un trou au mur de la maison du côté du jardin. Le coutre casse. Il est obligé d'abandonner son entreprise, mais il ne se démonte pas. Il attaque la porte qui donne sur la cour avec son couteau. Il entame le jambage de plâtre, pratique un trou propre à passer la main et ouvre la serrure. Entré dans la maison, il passe dans une salle, prend une pelle à feu qu'il insinue entre les 2 battants d'une armoire et les efforts qu'il a fait lâcher les clous de la serrure. Les 2 battants s'ouvrent. Notre homme prend dans le front une bourse dans laquelle étaient 18 écus. Il vole aussi 2 timbales et 2 tasses d'argent, une veste écarlate brodée de galons d'argent et d'autres effets. La nuit du 14 au 15 novembre 1774, Boulan se rend dans une ferme à Courchamp. La fenêtre d'un cabinet donnant sur la clos était fermée par un barreau de fer. Il arrache au jambage de la fenêtre une
quantité de plâtre suffisante pour se faire un passage. Il descend dans le cabinet, pénètre jusque dans la chambre où le fermier et sa femme étaient couchés, prend sous le chevet de leur lit 2 culottes. Il aperçoit tout auprès les poches de la femme. Il y prend les clés des armoires, en ouvre une qui était voisine du lit, vole habits, vestes et culottes. Il monte dans la chambre où les servantes étaient couchées, pend sur leur lit 8 à 9 chemises d'hommes, descend dans la cave, y boit du vin et sort par l'ouverture qu'il avait pratiquée pour entrer. Le 4 décembre suivant, il pénètre à Combreux, paroisse de Tournant, dans une ferme, et prend dans une alcôve où le fermier et la fermière étaient couchés la culotte du fermier qui était sous son chevet et à laquelle pendaient des boucles d'argent. Il enlève aussi du linge et d'autres effets. À côté de la chambre où il venait de commettre ses vols était une salle fermée par le moyen d'une porte vitrée. Il démastique un carreau de vitre, le lève et se faufile par là au moyen d'ouvrir cette porte. Il trouve la clé à une armoire dans laquelle il dérobe plusieurs effets. Il essaie de forcer un tiroir, mais la crainte du bruit qu'il allait faire pour réussir le fit renoncer à son entreprise et il se retira. Tel était la vie de Boulan toutes les nuits. Il commettait tous ses vols dans des maisons où il avait été domestique. Il en connaissait l'intérieur. Il avait partout pris la précaution de bien caresser les chiens et de s'en faire connaître de manière que, quand il s'introduisait dans une habitation, ces animaux, au lieu de lui donner la chasse, lui faisaient accueil. D'ailleurs, il les apaisait en leur donnant du pain ou quelque autre nourriture. Boulan fut arrêté et conduit dans les prisons de Crépy-en-Valois. Dans son procès, il avoua tout. Enfin, par sentence du bailliage, il fut condamné à être pendu et étranglé à une poterne plantée sur la place de la couture de Crespy. Champagnac, audace d'un assassin gracié. Un meurtrier, dévoué par les lois au supplice, triomphait lorsqu'il devait trembler encore. Il croyait son forfait effacé par la grâce émanée en sa faveur de la clémence royale. Il confondait la vengeance publique avec la réparation particulière, et il osait demander des dommages d'intérêt, parce que ses meubles avaient été saisis par les parents de celui qu'il avait immolé dans sa fureur. La justice indignée infligea au criminel gracié la punition dont la loi permettait encore de le frapper, protégeant en cette circonstance non seulement une famille mutilée, mais encore la morale publique outragée. César d'Espinay, commissaire à Terrier, âgé d'environ 35 ans, était connu pour homme d'honneur. Il se distinguait par ses talents et ses connaissances. Sa famille le chérissait, il était en possession de l'estime publique. Denis Grangier, commis aux aides depuis 20 ans, prétendait avoir reçu le jour même magistrat, mais sa conduite semblait démentir sa naissance. Cet homme, violent par caractère, chercha querelle à d'Espinay dans une partie de jeu. Il lui donna publiquement un soufflet. Ils avaient l'un et l'autre porté les armes au service du roi. Grangier alla publier partout l'affront qu'il avait fait à d'Espinay. Celui-ci, homme raisonnable et paisible, eut le courage de mépriser un tel ennemi. Cependant, Grangier continuait de répandre dans la petite ville de Montmerle des propos injurieux pour d'Espinay. Il l'accusait hautement de lâcheté. De faux braves comme lui répétaient ses propos.
Ils excitaient d'Espinay à la vengeance. On prétendit qu'il avait écrit une lettre insultante à Grangier, mais on soutenait que les termes de cette lettre n'étaient pas de son style et que cet écrit anonyme était d'une plume ignorante et grossière. On ajoutait que d'Espinay n'eut jamais le projet de se battre en duel avec un adversaire trop connu pour avoir l'habitude de se battre en lâche. D'Espinay revient à Montmerle au mois de février 1771. Il entend dire de toutes parts des choses sur Grangier le Brave et cherche à le déshonorer. Indigné d'un tel procédé, il se présenta plusieurs fois chez Grangier pour l'engager à cesser ses propos. Une pareille démarche aurait dû ramener l'insolent agresseur à de meilleurs sentiments. Mais loin de là, le 28 février, à 9 heures du soir, d'Espinay fut assassiné de 2 coups de fusil dans la rue que Grangier habitait. D'Espinay, en sortant de table, s'était rendu chez Grangier pour lui porter des paroles de paix, et son barbare ennemi lui donna la mort. Il frappe, on n'ouvre pas, il se retire, mais Grangier, qui était derrière la porte, avait préparé un fusil à 2 coups. Il attendait pour s'en servir que d'Espinay fût éloigné. Et d'Espinay n'eut pas fait 20 pas pour reprendre le chemin de sa maison, que le traître lui tira un premier coup de fusil qui l'atteignit à l'épaule, et ne le blessa que légèrement. L'infortuné se retourne pour se défendre, il porte la main à son épée, elle est à peine dégagée du fourreau, qu'il est atteint d'un second coup à la tempe, à la joue et à la gorge du côté gauche. Il tombe, il se traîne à quelques pas. Un voisin entend sa voix lamentable et court à lui. Il voit un homme nageant dans son sang. Il dit avec cette horreur qu'inspire un pareil spectacle: « Hélas, c'est monsieur d'Espinay !»« Oui, c'est moi, » répondit-il d'une voix expirante. « Oui, c'est moi. » Telles furent ses dernières paroles. D'Espinay n'eut pas la force de nommer son assassin. Il était évident que Grangier était l'auteur du crime, c'était le seul ennemi de d'Espinay. Ce fut aussi le seul habitant de Montmerle que la voix publique accusa de ce forfait. Le meurtrier s'accusa lui-même par sa fuite, ou du moins par le soin qu'il prit de se cacher. Cependant, à la première nouvelle de cet assassinat, le ministère public rendit plainte et l'on fit une information. Pendant cet intervalle, Grangier sollicita et obtint des lettres de grâce. Puis il se rendit secrètement à Trévoux et fit présenter ces lettres le 28 mai. Elles furent entérinées le lendemain, sans qu'aucun des parents de d'Espinay y fût appelé, et tout se fit avec une telle précipitation que la dame d'Espinay et ses enfants n'en eurent aucune connaissance. Ils ne l'apprennent qu'en voyant reparaître l'assassin à Montmerle. Il se hâta d'y revenir aussitôt que, certain de l'impunité, il bravait le public. Il bravait la mère et les parents de sa victime. Un soir même, il eut l'audace d'insulter et d'attaquer le frère du malheureux qu'il avait assassiné. On conçoit aisément toute l'indignation de ce frère exaspéré. « Lâche assassin, lui dit-il, veux-tu tremper aussi tes mains dans mon sang ?» Grangier ne répondit à ce reproche légitime que par de nouvelles injures et par des bravades. « Tu as pu te faire raison, disait-il. » D'Espinay était sur le point de se livrer au mouvement d'une juste vengeance, lorsque, heureusement, quelques personnes le retinrent. Mais Grangier ne s'en tint pas à cet ouvrage nouveau. Il osa porter plainte, ayant néanmoins la prudence de ne pas poursuivre une procédure qui aurait pu jeter quelque lumière sur sa conduite. Quelle horreur ne devait pas éprouver les parents de l'infortuné d'Espinay en rencontrant à tout moment sur leur chemin
cet infâme meurtrier. Ils mirent donc tout en œuvre pour se délivrer de son odieuse présence. Grangier était insolvable, ils l'attaquèrent en dommages-intérêts, sur lesquels il serait sujet à la contrainte par corps. « Que l'assassin vive, disait l'avocat de la famille d'Espinay, puisque la miséricorde du souverain l'a soustrait au glaive des lois. Qu'il échappe à des condamnations pécuniaires dont son insolvabilité l'a franchi. Qu'il obtienne même contre les parents de celui qui l'a assassiné. » Comme il ne rougit pas d'y conclure, ils sacrifieront volontiers le faible patrimoine de leurs ancêtres, pourvu qu'ils soient à jamais bannis de leur présence, mais qu'ils aient au moins la consolation de le voir s'éloigner d'eux, et qu'ils ne soient plus exposés aux frémissements qu'ils éprouvent à l'aspect d'un assassin. Ces accents d'une douleur si légitime furent entendus de la justice. Par arrêt du 9 mai 1773, Grangier fut condamné à payer aux parents de Despinay la somme de 6 000 livres par forme de réparation civile et à s'abstenir des villes de Montmerle et de Belleville, avec défense d'approcher de 10 lieues des dites villes. Champagnac, assassinat du sieur Pin. Les jugements qui n'ont pour base que des présomptions ou des conjectures sont presque toujours des actes d'iniquité. Nous avons vu déjà bien des innocents succomber sous de semblables condamnations, victimes malheureuses de la fatale prévention de leurs juges. Mais on ne saurait trop multiplier ces sortes d'exemples, afin de tenir les magistrats et le vulgaire lui-même continuellement en garde contre les effets de ces jugements sans preuve. C'est servir l'humanité que d'avertir les organes de la justice de se défier de leurs préoccupations dans une matière aussi importante que celle où il s'agit de la vie et de l'honneur des citoyens. Maître Pin, avocat au Parlement de Rouen, s'était retiré à la campagne. Il vivait seul dans une chambre qu'il s'était réservée dans une métairie qui lui appartenait et qu'il avait affermée sous un nommé Mauger. Cette chambre était située dans le corps du logis habité par le métayer. Maître Pin ne pouvait ni entrer ni sortir sans être vu des gens de la maison. Il était si intimement lié avec son fermier que la fille de celui-ci était chargée du soin de son ménage. Jamais Maître Pin ne découchait. Cet homme disparut tout à coup dans les premiers jours d'avril 1766. D'après la déclaration de Mauger et de toute sa famille, il paraît certain qu'il était rentré chez lui la nuit du 8 au 9 août, puisqu'ils déposèrent qu'il l'avait entendu sortir cette nuit-là avant la pointe du jour et que depuis il ne l'avait pas revu. 8 jours après, le cadavre de Maître Pin fut trouvé dans un étang à quelque distance de la maison qu'il habitait, ayant un pot rempli de sable attaché au cou. Les officiers de la justice se transportèrent sur les lieux le 18 août et firent la levée du cadavre. Les médecins et chirurgiens appelés pour le visiter déclarèrent dans leur rapport que Maître Pin avait été assassiné, que ses assassins l'avaient pris au parti et l'avaient ensuite étranglé. Ils ajoutèrent que son corps n'avait été jeté dans l'eau que longtemps après sa mort. En lisant les dépositions du fermier, de ses enfants et de ses domestiques, il n'est personne qui ne soit surpris qu'ayant déclaré qu'ils avaient entendu du bruit dans la chambre de Maître Pin, qu'ils savaient être seuls, il n'y soit pas monté pour lui donner du secours. À la nouvelle de cet assassinat, 1000 conjectures sont formées sur le champ. Les auteurs du crime ne sont peut-être pas les derniers à les propager dans leur intérêt, et les soupçons
vont atteindre les sieurs Rivière, père et fils. L'un oncle, l'autre cousin germain de Maître Pain, et tous deux très attachés à sa personne, plus encore par les liens de l'amitié que par ceux du sang. À l'époque du crime, le fils Rivière se trouvait à Saint-Sauveur-le-Vicomte, c'est-à-dire à plus de 20 lieues de la scène du crime. Il était donc facile de prouver son alibi. Quant à son vieux père, il eût été physiquement impossible de commettre seul le forfait dont on le soupçonnait. D'ailleurs, la moralité du père et du fils semblait devoir les mettre au-dessus de semblables soupçons. Mais quel mal ne peut faire la calomnie? Lors de la levée du cadavre, les ennemis des Rivières, qui avaient déjà préparé les voies, déterminèrent le juge à leur faire subir un interrogatoire. Ce magistrat demanda au fils s'il connaissait les ennemis de M. Pain et ceux qui l'avaient assassiné. Rivière répondit qu'il ne connaissait nullement les auteurs de ce crime et que, s'il en avait eu plus tôt connaissance, il se serait empressé de les dénoncer à la justice. Dans le même instant, on aperçut une ou deux gouttes de sang sur le devant de la veste de Rivière. Le magistrat lui demanda d'où provenait ce sang. Il répondit que ces taches, encore fraîches, venaient de 2 chevaux qu'il avait incisés. Les 2 chevaux furent amenés, on apporta les instruments encore teints de sang, et le juge parut convaincu de la vérité de la réponse. On trouvera aussi chez Rivière, fils, une paire de souliers que l'on compare avec les pas empreints dans le bois près duquel le cadavre de Maître Pain avait été jeté dans l'eau, comme si les pas imprimés sur le sable ne ressemblaient pas à tous les pieds de la même grandeur et à tous les souliers de la même forme. Toutes les réponses de Rivière, fils, parurent convaincre le juge de son innocence. Il déclara même à plusieurs personnes qu'il n'était pas coupable, mais que son père et lui avaient des ennemis qui cherchaient à les perdre. Néanmoins, quelques jours après, le lieutenant criminel de Bayeux fit faire une information contre le père et le fils Rivière. Et le 30 août, c'est-à-dire 12 jours après la levée du cadavre, tous deux furent décrétés de prise de corps. Rivière père se rendit en prison et demeura 7 mois sans qu'on l'eût confronté avec un seul témoin. Le fils, d'après les conseils de quelques amis, se retira à Caen où il fut arrêté au bout de 3 mois, en vertu d'un ordre du roi, et conduit à Bicêtre. 4 mois après, son père lui aussi fut y transféré, et il mourut de chagrin et de misère, pendant le ciel à témoin de son innocence. Rivière fils languit 9 années dans cette prison, victime de la calomnie et de la cupidité de quelques-uns de ses parents. Il fit de fréquentes tentatives pour obtenir des jours pour prouver son innocence, mais ses ennemis, intéressés à le faire périr dans son ballon, parvinrent longtemps, à force d'intrigues, à empêcher ses plaintes et les cris de son désespoir d'arriver au pied du trône. Enfin Rivière fit parvenir un mémoire au chancelier de France, qui s'empressa de faire droit à sa juste requête. Le prisonnier obtint, au mois de septembre 1775, la permission d'être transféré dans les prisons de Bayeux. Son procès lui fut fait, et après l'instruction la plus ample, le bailliage de cette ville rendit le 1er juillet 1776 un jugement qui mettait l'accusé hors de cour et le remettait à la liberté. Ainsi il fallut que le malheureux Rivière attendit dans les cachots pendant 10 années entières, cette réparation si incomplète
qui ne pouvait lui rendre cette précieuse portion de sa vie, perdue entièrement pour lui et pour sa famille, qui ne pouvait rappeler à l'existence son père, mort de douleur et de dénuement. Des indices trompeurs envenimés par la calomnie avaient causé tous ces malheurs. Loin de nous la pensée d'incriminer des gens qui pouvaient être fort innocents. Mais c'était suffisant, des indices pouvaient suffire pour asseoir un jugement. Il nous semble qu'il s'en trouvait un de Mauger de bien plus véhément qu'eux, allégué contre les rivières. Mauger ne pouvait ni invoquer ni prouver ses alibis. Et sa déclaration, conforme à celle de ses enfants et de ses gens, était plus qu'équivoque. Pourtant, il ne fut point inquiété. Tout le monde était déjà prévenu. On avait désigné Rivière comme l'assassin. Du soupçon à la certitude, les esprits prévenus connaissent peu d'intervalles. Et au lieu d'une victime, il y en a eu 3. Et le vrai coupable demeura inconnu.